Bonjour. Alors, qu'il y a deux applications de l'épisode 1 sur la leçon d'arithmétique divisibilité. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, cela m'encourage, moi l'ancien professeur, jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Application 1, A est un entier naturel non nul. L'ensemble des diviseurs positifs de A est noté D de A. Question 1, écrire un script Python qui renvoie la liste de tous les diviseurs positifs de petit a. En langage Python, la partie entière est notée floor. Question 2a, à l'aide de ce script Python, donnez l'ensemble de tous les diviseurs positifs de 36. Question 2b, à l'aide de ce script Python, donnez l'ensemble des diviseurs positifs de 60. En fait, de tous les diviseurs positifs de 60. Bon. Question 3, donnez l'ensemble de tous les diviseurs positifs communs de 36 et 60. Question 3b, quel est le plus grand diviseur commun de 36 et 60? Et puis petit c, quelle est la fraction réductible égale à 36 sixièmes? Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Application 1, donc première question, écrire un script Python qui renvoie la liste de tous les diviseurs positifs de A. En langage Python, la partie entière est notée floor. Alors, il y a plusieurs scripts possibles. Je vais en faire un pour l'instant qui est un peu basique. Donc, on va dire qu'on définit une fonction diviseur. Le paramètre, c'est petit a. Bon, alors comme on veut la liste, je vais fabriquer une liste vide que je vais appeler grand L. Et puis pour un nombre b qui va varier de 1 jusqu'à a, mais avec Python on l'écrit à plus 1 puisqu'il est exclu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut dire que si b sur a est égal, évidemment il faut que je mette un divisé ici, si b divisé par a est égal à un double égal à la partie entière, alors j'ai mis b divisé par a, évidemment c'est le contraire, hein. A divisé par b est égal à la partie entière de a divisé par b. Et bien dans ce cas-là, on peut dire que on peut dire que b est un diviseur de a, et donc ce qu'on va faire, c'est que dans la liste L, on va ajouter le nombre b. Alors il y a des gens qui utilisent l'instruction append, bon, plutôt celle qui est au programme peut-être, mais avec un plus, ici ça va fonctionner, on ajoute le nombre b à la liste. Et puis à la fin, il suffira de renvoyer la liste L. Question 2a, à l'aide de ce script Python, donner l'ensemble de tous les diviseurs positifs de 36. Donc je vais aller chercher le logiciel du Python. Alors à l'écran, vous voyez le script dont on a parlé. Juste dans l'éditeur, j'ai demandé d'afficher les diviseurs de 36. On exécute et dans la console Python à droite, on voit apparaître le résultat. Donc j'ai recopié le résultat et du Python. Alors on peut remarquer que cette liste contient un certain nombre de diviseurs. Il y en a 9 diviseurs positifs. Donc l'ensemble des diviseurs de 36, je vais plutôt l'écrire comme ça en mathématiques, un ensemble de nombres, 1, 2, 3, 4,
6, 9, 12, 18 et 36. Et puis, le nombre d'éléments de cet ensemble, c'est 9. Alors, on note en mathématiques cardinal de l'ensemble égale 9. Alors, vous retrouverez cette notation cardinale et CARD dans le cours de spécialité de terminale quand vous ferez du dénombrement. Bon, c'est juste une remarque au passage. Ensuite, est-ce qu'on aurait pu trouver avec un tableau à 2 colonnes? Qu'est-ce qui va se passer avec un tableau comme ça? Alors, eh bien, on sait qu'au départ, on a forcément 1 et 36. 36 est divisible par 2, ça nous donne 18. 36 est divisible par 3, puisque la somme des chiffres 3 plus 6, 9, c'est dans la table de 3. Donc, ça nous donne ici 12. Ensuite, on a 4. Puisque 36 est divisé par 2, on a trouvé 18. 18 est divisible par 2, donc ça marchera. 4 fois 9. Et puis, il va nous rester 5. Ça marche pas. 36 n'est pas divisible par 5. Hein. Le chiffre des unités, 6 n'est pas 0,5. Ensuite, on a 6. Et on va pouvoir s'arrêter puisque on sait que on va jusqu'à la racine carrée de 36. Justement, c'est 6 et c'est 6 fois 6. Et donc, le 6 apparaît 2 fois et c'est pour ça qu'on n'a que 9 diviseurs. En fait, on pourra établir que le nombre de diviseurs est pair lorsque le nombre en question n'est pas un carré parfait. Bon, on retrouve bien les nombres de la liste, hein, sauf que ici, avec le tableau à 2 colonnes, on les a 2 par 2. Quand on a rangé l'ensemble des diviseurs dans l'ordre croissant, on a le premier et le dernier. Ensuite, eh bien, on a 2 et 18, 3 et 12, 4 et 9, et puis le 6, il est tout seul, lui. Parce que dans un ensemble, on n'indique pas 2 fois le même nombre. Petite cerise sur le gâteau, un autre script Python pour avoir en fait ce fameux tableau à 2 colonnes. Donc on définit une fonction avec les diviseurs et puis on sait qu'on va jusqu'à la partie entière de la racine carrée de A pour le nombre situé dans la première colonne. Alors le nombre le plus grand possible, je l'ai appelé petit z, et puis on dit pour B variant de 1 à z. Alors j'ai pris petit k égale A divisé par B pour dire si la partie entière de k est égale à k, alors on affiche le nombre petit b, et puis vous voyez int de k. Alors int, c'est une instruction qui rend entier un nombre, parce que quand on a calculé A divisé par B, pour la machine, ça reste un nombre en fait décimal, et donc là on le rend entier. Alors attention, la fonction int, c'est pas comme tout à fait la fonction floor. La fonction floor, elle vous mettrait éventuellement pour la partie entière 3, 3.0 et choses comme ça. C'est pour avoir le nombre k sous forme vraiment d'un entier. Et puis ici, dans ce cas-là, comme on a fait print à l'intérieur du script, on met simplement diviseur 36. Et à droite, dans la console Python, on a tous les couples qu'on vient de trouver à la main. Question 2b, à l'aide de ce script Python, donner l'ensemble de tous les diviseurs possibles de 60 positifs. Je dis possible, je crois. Bon, fatigué le pépère. Alors, on va d'abord faire le tableau à 2 colonnes, juste pour vérifier, pour s'y habituer. 1,60 forcément. Ensuite, 60 est divisible par 2. On obtient 30. Ensuite, l'entier qui vient, c'est 3, et 60 est bien divisible par 3. Donc, voilà. Alors, 60, est-ce qu'il est divisible par 4? Ça marchera, puisque quand on a divisé par 2, on a obtenu 30. 30 est pair.
Donc, par 4, on obtient 15. J'ai oublié de dire qu'on allait jusqu'à la racine carrée de 60 qui est 7, etc. Donc on va que jusqu'à 7 dans la première colonne, hein, d'après ce qu'on a vu dans le cours. Alors est-ce que 60 est divisible par 5? Bah oui, puisque 60 se termine par 0. 12. Ensuite 60 est forcément divisible par 6 parce qu'il était divisible par 2 et par 3. Donc il est divisible par 2 fois 3 et on obtient 10. Et 60 n'est pas divisible par 7. Hein. 60 n'est pas dans la table de 7, donc notre travail est terminé. Et donc pour avoir l'ensemble des diviseurs positifs de 60, il suffit ensuite de ranger dans l'ordre croissant les nombres qu'on a. Donc on va obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Et puis comme 60 n'est pas un carré parfait, eh bien le cardinal, le nombre d'éléments de D de 60, je veux dire D de 60 a pour cardinal, on peut prendre le nombre de lignes et multiplier par 2. Donc 12. Il y a 12 diviseurs positifs de 60. Alors un autre script Python pour les diviseurs d'un nombre A antinaturellement nul. Donc je prends Z, la partie entière de la racine carrée de A, et puis on va considérer une liste qui est vide au départ. Et puis on va récupérer les diviseurs 2 par 2. Alors pour B variant de 1 à Z, bon j'ai appelé K A divisé par B. Et donc si K est égal à sa partie entière, forcément, on va ajouter le nombre B à la liste L, voilà l'instruction append dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis on va ajouter aussi la partie entière de K. Hein. En fait, l'instruction int, elle marche pas très bien avec les nombres négatifs. Hein. Et puis ensuite, la liste L, faut quand même la ranger dans l'ordre croissant, parce que ici, on les avait pas dans l'ordre croissant. Il y a une instruction qui s'appelle sorted, qui va vous la ranger dans l'ordre croissant. Return L, et puis afficher les diviseurs de 60. Allons-y. Donc ici, vous avez la liste des diviseurs de 60. Hein. Bon, si j'avais pas mis l'instruction sortie de L, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, on aurait eu 1, 60, 2, 30, 3, 20, etc. C'est-à-dire plutôt sous la forme du tableau à 2 colonnes. 4, 15, 5, 12, 6, 10 forcément. Bon, pourquoi pas, hein. Donc à l'écran, vous avez la liste donnée par le script Python. Question 3, donnez l'ensemble de tous les diviseurs positifs communs de 36 et 60, et en fait cet ensemble que je vais appeler l'ensemble des diviseurs communs de 36 et de 60, je vais noter comme ça, eh bien c'est l'intersection des diviseurs 36, l'ensemble des diviseurs 36 et l'ensemble des diviseurs de 60, positif à chaque fois pour diviseur. Et donc on va prendre les éléments communs, donc il y a 1, ensuite on va obtenir 2, 3, 4 aussi. Après, 6 est dans l'un et dans l'autre, 5 n'y est pas, hein. Donc 5, ce ne sera pas un élu. Donc on aura 6. Alors 9, il est dans D de 36, mais il n'est pas dans D de 60, donc ça ne sera pas un élu. 10, il est dans D de 60, mais pas dans D de 36, ne sera pas un élu. On aura 12. Et a priori, c'est fini, puisque 18 est dans D36, mais pas dans D de 60, et 36 est dans D de 36, mais pas dans D de 60, et puis 15, 20, 30 et 60 ne sont pas des éléments communs. Bon.
Question 3b, quel est le plus grand diviseur commun de 36 et 60? Donc en fait, dans l'ensemble des diviseurs communs de 36 et 60, on va chercher le plus grand d'entre eux, et le résolu est 12. Alors on note en général le PGCD, le plus grand commun diviseur de deux nombres, 36 et 60 ici. On dit que c'est 12. Vous avez en général une instruction même sur la calculatrice qui vous donne directement. Alors question 3c, quelle est la fraction réductible égale à 36 sur 60? Bon, on sait que dans ce cas-là, on va simplifier par 12. Alors on peut dire que 36 c'est 12 fois 3. Hein. 12 c'est le PGCD de 36 et 60. Et puis 60 c'est 12 fois 5. Donc 36 divisé par 60 égale à 12 fois 3 divisé par 12 fois 5 va nous donner 3 cinquièmes. Et c'est une fraction qu'on ne peut plus réduire. 3 et 5 ont comme diviseur commun que le nombre 1 en termes de diviseur commun positif, bien sûr. Donc là, voilà la fraction réductible. 3 cinquièmes. Question 3D que j'avais oublié de mettre dans l'énoncé, je vais quand même en parler du plus petit multiple commun de 36 et de 60. Alors, voilà une méthode pour l'obtenir grâce à ce qu'on vient de faire. 36 sur 60, on vient de voir que c'est 3 divisé par 5. Et 3 divisé par 5, c'est la fraction avec les entiers les plus petits possibles, de telle sorte que 3 cinquièmes égale 36 sur 60. Et par un produit en croix, 5 fois 36, c'est la même chose que 3 fois 60. Et comme 5 et 3 sont les plus petits possibles, ça veut dire que 180 sera ce qu'on appelle le plus petit commun multiple, PPCM, de 36 et de 60. C'est 180. Alors c'est une notion qui est plus tout à fait dans les programmes, je crois, mais ça peut être utile pour éviter parfois des calculs monstrueux. Et là, vous avez une méthode pour trouver le plus petit commun multiple de deux nombres, A et B, entier positif par exemple. Vous avez A sur B, vous essayez de trouver la fraction réductible, et avec un petit produit en croix, vous avez le résultat. Alors pour illustrer mon propos, quand vous, par exemple, voulez résoudre un système de deux équations et deux inconnus, x et y ici c'est réel, et bien quand on a la ligne 1 et la ligne 2, si on veut éliminer les x qui apparaissent dans la ligne 1 et les x qui apparaissent dans la ligne 2, alors on peut toujours multiplier la première ligne par 60 et la deuxième ligne par 36, mais enfin c'est un peu lourd, le nombre va être assez grand, alors que là, avec la méthode du PPCM, eh bien on calcule 5 et là, et on va trouver évidemment 180x, etc., moins 65y égale 5 fois 5, 25, 5 fois 8, 425. Et puis pour la deuxième, on multiplie par 3, 3 et 2, 180x plus 75y égale, multipliant par 3, 3 fois 5, 15, j'obtiens 1, 285. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Et quand vous faites vous effectuez la différence, on va plutôt faire 3 et 2, 3 et 2 moins 5 et 1 pour obtenir ici des nombres positifs en fait. 75 moins 65, donc on va trouver 140y égale 285 moins 425, ça devrait faire moins 140. Donc on trouvera y égale moins 1, et puis connaissant la valeur de y, on peut trouver la valeur de x à l'aide d'une des deux équations. Je ne vais pas continuer parce que ce que je voulais vous faire voir surtout, c'est l'intérêt du plus petit commun multiple. Bon, un intérêt.
Alors, application 2, pour tout entier naturel n, AN égale 2n plus 17 et Bn égale n plus 5, et on nous demande de déterminer les valeurs de l'entier naturel n tel que Bn divise AN. Donc cette application 2, alors je voudrais faire quand même petite remarque au départ sur les nombres AN et Bn. Bon, il me semble assez clair que, quel que soit n appartenant à grand N, vous aurez Bn qui sera toujours plus petit que AN. Alors pourquoi qu'est-ce que ça veut dire que n plus 5 est inférieur ou égal à 2n plus 17? Ça signifie que 5 moins 17 est inférieur ou égal à 2n moins n, les n du même côté, ce qui veut dire que moins alors 12 inférieur ou égal à n. Bon, comme n est supérieur ou égal à 0, il est forcément supérieur ou égal à moins 12, et donc on a bien Bn inférieur ou égal à n. Bon, on veut que Bn divise à n, alors pour qu'on ait une chance que Bn divise à n, on doit avoir forcément Bn inférieur ou égal à n. Si ce n'était pas le cas pour certaines valeurs de n, déjà ce serait réglé. Bon, ensuite, si on n'a pas du tout d'idée, on peut toujours essayer d'aller chercher un logiciel, par exemple, pour voir ce qui se passe, conjecturer, est-ce qu'il y a des valeurs ou pas, est-ce qu'il y en aurait un nombre fini, est-ce qu'il y en aura un nombre infini. Alors je vais utiliser un tableur, une fois n'est pas coutume. Alors à l'écran, vous avez le fichier que je viens de constituer pour cette vidéo. Alors pour ceux qui n'utiliseraient pas beaucoup un tableur, autrefois on utilisait pas mal, mais maintenant, bon. J'ai mis 0 dans la première cellule A2, puis ensuite je mets une formule égale 1 plus A2, et ensuite, en prenant la petite croix vers le bas, j'étire. Alors je vais pas le faire pour pas... Je suis allé jusqu'à 50, je crois. Voilà. Ensuite, on écrit une formule pour pouvoir calculer A2n. Alors comme c'est 2n plus 17, mais que n est placé dans A2, on écrit égal 2 fois 2 plus 17. Faut pas oublier le égal. Pour Bn, j'ai fait une bêtise évidemment. Pour Bn, la formule, c'est n plus 5, donc A2 plus 5. Pour n divisé par Bn, ça va nous donner comme une bonne idée pour savoir ce qui se passe. B2 divisé par C2 égale. Alors là, on n'a pas un nombre entier. Puis le test, c'est si D2 est égal à la partie entière de D2, alors oui, sinon non. Bon. Et donc, ici, c'est non, évidemment, 3,4 n'est pas un entier. Pour n égale 1, on n'a pas un entier, c'est non. Pour n égale 2, apparemment, A de n vaut 21, B de n vaut 7, et là, c'est oui. Et puis, en parcourant un petit peu la colonne, on voit que des noms. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un oui après, hein. C'est pas trop. Bon. Mais on peut conjecturer que finalement, il n'y a qu'une seule valeur de n pour laquelle Bn divise à n. Alors, je vais vous donner deux méthodes pour résoudre ce problème-là. La méthode 1, consiste à se dire, à analyser le problème déjà pour commencer, et de dire, qu'est-ce que ça veut dire que Bn divise à n. Alors, il n'est pas toujours évident de travailler par équivalence, donc pour l'instant, je vais travailler par déduction. Et donc, ça veut dire que n plus 5 divise 2n plus 17. Alors, on peut être la première fois un peu surpris de comment on va pouvoir continuer, hein, c'est pas évident. Alors, j'avais oublié peut-être de dire que n et bn sont visiblement des nombres antinaturels. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon. En tout cas, ce sont des entiers. Et de manière à peu près évidente, positif. Bon. Alors là, la tactique, c'est d'essayer de poursuivre, et puis
l'idée c'est de se dire que n plus 5, tout bêtement, divise n plus 5. Et on a vu dans le cours que quand un nombre divise deux nombres, il divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Donc il va falloir essayer de trouver une combinaison linéaire suffisamment intéressante. Et là, l'idée, évidemment, c'est d'éliminer les n. Alors, on va dire que n plus 5 va diviser, alors quelle combinaison linéaire? Bon, c'est pas trop dur, 2n plus 17, on va le garder, et puis on va enlever 2 fois n plus 5. Comme ça, on n'aura plus de n. Et donc, n plus 5 doit diviser... Alors 17 moins 10, c'est-à-dire 7. Là, ça commence à devenir intéressant parce que des diviseurs de 7, il n'y en a pas tant que ça, il y a 1 et 7. Diviseur positif, n plus 5 est positif. Donc ça sert le fait de voir que Bn appartient à grand N. Et donc on peut continuer, donc n plus 5, ou bien c'est 1, ou bien n plus 5 égale 7. C'est-à-dire, petit n égale moins 4, qui n'est pas autorisé ici, puisque n est un entier naturel, et donc il nous reste que n égale 2. Alors attention, il faut étudier la réciproque, on appelle ça parfois la synthèse. Si n égale 2, est-ce que effectivement Bn divise à n? Alors j'ai rédigé là à l'instant, pour n égale 2, on calcule à 2, 2 fois 2 plus 17, 21, et puis 7 pour B2, on l'a vu avec le tableur. Comme 7 divise 21, B2 divise à 2. Et donc conclusion, eh bien Bn divise à n, si et seulement si n égale 2. Alors on avait vu qu'il y avait une valeur éventuelle, n égale moins 4, cette valeur n'était pas valable. Donc il nous reste que cette valeur de petit n égale 2 pour laquelle Bn divise à n. Et c'est la seule valeur. Alors une deuxième méthode, en fait ici je vais m'inspirer un peu de ce qu'on a fait avec le tableur. On va calculer n divisé par Bn et essayer de voir quand est-ce que ce nombre est un nombre entier. Alors n, c'était 2n plus 17 et puis Bn c'est n plus 5. Alors ici on va faire preuve d'astuce. Au numérateur on a 2 fois n, au dénominateur 1 fois n. On va essayer de faire apparaître le dénominateur au numérateur. Alors le double de n plus 5, c'est 2n plus 10. Et donc plus 7. Pour obtenir 2n plus 17, divisé par n plus 5. Bon, et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que on découpe la fraction en deux. 2n plus 10 divisé par n plus 5. Parce que ça, évidemment, ça va nous donner le nombre 2, plus, il reste 7 divisé par n plus 5. Bon, alors, là, je vais mettre 2 tout de suite. Prendre une gomme un peu plus épaisse. Et donc, quand est-ce que n sur Bn va être un nombre entier? C'est un entier plus un autre nombre. Alors, il suffit que ce nombre 7 divisé par n plus 5 soit un entier, et à ce moment-là, n sur Bn sera un entier. Et évidemment, on va obtenir que 7 divisé par n plus 5 appartient à grand n, c'est seulement si n plus 5 divise 7, et puis on retrouve évidemment le fait que n plus 5 est ou bien égal à 1, ou bien égal à 7. n plus 5 étant un entier positif, on ne considère que les diviseurs positifs de 7, qui est un nombre premier et qui a 2 diviseurs. Donc
on va retrouver évidemment n égale moins 4 ou n égale 2, et puis la suite, c'est comme tout à l'heure, dans la méthode 1. Et on va trouver évidemment que Bn divise à n, c'est seulement si n égale 2. Alors, une cerise sur le gâteau, ici, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction f définie par x sur 0 plus infini fermant 0, et f de x égale 2x plus 17 divisé par x plus 5. Alors, quand est-ce que ça peut être un nombre entier? Pour n égale 0, on obtient un point sur la courbe d'ordonnée 3,4 qui n'est pas entier. Pour n égale 1, l'ordonnée n'est pas entière. Pour n égale 2, on retrouve le point de coordonnée de 3 qui est tel que l'ordonnée est entier. C'est un entier, 3. Évidemment, 3, c'était 21 divisé par 7. Et puis ensuite, évidemment, on obtient des nombres qui, au niveau des ordonnées, qui ne seront jamais des entiers. Alors, on pourrait peut-être s'en douter si on étudiait un peu les variations de la fonction f. On pourrait démontrer notamment que, toutes les valeurs sont au-dessus de 2. On pourrait démontrer que de x est strictement supérieur à 2, ce qui fait que j'ai tracé la droite D d'équation y égale 2. Et donc, dès qu'on a dépassé la valeur 3, qu'on est en dessous, comme toutes les valeurs sont entre 2 et 3 strictement, on risque pas d'avoir de points coordonnés tels que l'ordonnée soit un nombre entier. Bon, là, je me suis arrêté à 42, comme Adriana. Voilà. Bon, c'est une illustration graphique. Ça peut être utile parfois. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.